Dans l'actualité africaine, cet autre bilan macabre enregistré au Nigeria. Plus de 30 personnes ont été tuées hier par l'explosion d'une bombe dans la ville de Yola. C'est dans le nord-est du pays, annonce faite par la Croix-Rouge et l'Agence nationale de secours. La police française a interpellé cette personne à l'issue d'une opération aujourd'hui à Saint-Denis, au nord de Paris, tandis que 2 autres ont été tués. Ce raid avait pour but de retrouver Abdelhamid Abaoud, suspecté d'avoir organisé les attentats de vendredi à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes a été adopté aujourd'hui en commission. Projet défendu par le ministre Sékou Touré face aux députés de la commission des affaires sociales et culturelles du Parlement. Et puis, ce soir, nous marquons un arrêt dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan à la découverte d'un phénomène dangereux pour l'hygiène et la santé publique. Le constat de plusieurs fosses septiques bourrées de déchets à ciel ouvert et à proximité de domicile. Les causes et les conséquences à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous le disais à l'instant, au Nigeria, un attentat à la bombe s'est produit hier à Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, dans le nord-est du pays. L'attaque suicide a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés. Pour le moment, il n'a pas été revendiqué, même si ce dernier porte la marque des terroristes de Boko Haram, Adamaka Magaté, Alexis Ouedraogo. Le nord du Nigeria est encore frappé. Mardi, à Yola, ville située au nord-est du pays, un attentat à la bombe a été perpétré. L'attaque a fait au moins 30 morts. Même s'il n'est pas encore revendiqué, les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Ces derniers mois, il a commis plusieurs attaques suicides dans la zone. Selon la Croix-Rouge et l'agence nigériane de secours, la bombe a explosé au milieu d'une foule. Des personnes qui revenaient pour la plupart de la prière du soir aux environs de 20h30. Cet attentat intervient quelques jours seulement après la visite du président nigérien Muhammadu Buhari dans la ville. Le président nigérien avait déclaré que l'organisation islamiste Boko Haram était sur le point d'être vaincue. Le groupe salafiste qui a prêté allégeance à l'État islamique l'an dernier est implanté dans la région depuis maintenant de nombreuses années. Hormis le Nigeria, le groupe frappe également des pays comme le Cameroun, le Tchad et le Niger voisin. À ce jour, il a fait 2,6 millions de déplacés et causé la mort de plus de 17 000 personnes. La police française a interpellé cette personne à l'issue d'une opération aujourd'hui à Saint-Denis, au nord de Paris, tandis que 2 autres ont été tués. Ce raid avait pour but de retrouver Abdelhamid Abaoud, suspecté d'avoir organisé les attentats de vendredi à Paris. Cette opération de grande ampleur à Saint-Denis, menée par les forces d'intervention du raid et de la brigade de recherche et d'intervention, aura duré 7 heures. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Vendredi 13 novembre, alors que la France dispute un match de football contre l'Allemagne, une série de fusillades et d'attentats suicides frappe Paris. Des coups de feu visant des terrasses de restaurants et cafés font plusieurs dizaines de morts dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Le Bataclan est aussi visé. Dans le même temps, des kamikazes se font exploser aux abords du Stade de France. À ce jour, le bilan provisoire des victimes dressé par le procureur fait état de 129 morts et plus de 352 blessés. François Hollande monte au créneau et convoque une réunion extraordinaire du Congrès. Des décisions sont prises pour éradiquer Daesh, le groupe terroriste qui revendique ces attentats. Des milliers de soldats sont mobilisés pour traquer les auteurs du drame. Première action forte, ce matin, aux environs de 4h30, la police française lance un assaut contre des terroristes retranchés dans un appartement de Saint-Denis. L'on assiste à des échanges de tirs qui dureront plus de 7 heures. Bilan, 2 personnes tuées dont une kamikaze qui s'est fait exploser. 5 autres personnes sont placées en garde à vue dont 3 occupants de l'appartement. Selon les sources proches de l'enquête, le présumé commanditaire de l'attentat de Paris, Abdelhamid Abaoud, l'homme le plus recherché de l'Europe ciblé par cet assaut, n'aurait pas été retrouvé dans l'appartement. Pour la police française, le groupe terroriste se préparait à frapper l'aéroport de Roissy et la Défense quand ils ont été neutralisés par le raid. 7 personnes ont été interpellées lors de l'assaut final. Même s'il est impossible pour l'heure de les identifier, l'État français entend renforcer son dispositif sécuritaire en vue de permettre des actions de terrain beaucoup plus efficaces. François Hollande est d'ailleurs attendu très bientôt à Washington et à Moscou en vue de lever une coalition contre l'État islamique.
Voilà, c'était un récit d'Alexis Ouedraogo qui est revenu sur l'évolution de la situation en France depuis vendredi. J'ajoute que ce matin, au terme d'un conseil des ministres, des dispositions ont été annoncées en vue de prolonger l'état d'urgence et renforcer l'efficacité des perquisitions sur le terrain. Ces points devraient être examinés demain à l'Assemblée nationale et vendredi au Sénat. Ici, en Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes a été adopté aujourd'hui en commission. Projet défendu par le ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, face aux députés de la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement. Les précisions de Michel Digré. En vue de se conformer aux dispositions de l'article 12 de la loi 2014-681 du 22 septembre 2014 portant budget de l'État pour l'année 2015, il importe de faire ratifier l'ordonnance numéro 2015-228 par l'Assemblée nationale avant la fin de la deuxième session parlementaire. Ce sont en ces termes que le ministre Sidi Touré a présenté la nécessité de la ratification par le Parlement de l'ordonnance portant création de l'Agence Emploi Jeunes. Une ordonnance adoptée en Conseil des ministres en avril 2015 et signée par le président de la République. Il s'agissait alors pour le gouvernement de mettre en place, et ce en urgence, une structure essentiellement destinée à la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes. L'objectif visé par la création de ces structures dotées de la personnalité morale et l'autonomie financière est d'éviter la dispersion des efforts de l'État en garantissant une plus grande synergie entre les différents programmes et initiatives en vue d'assurer l'orientation stratégique, la coordination pragmatique, l'impulsion des initiatives d'emploi au profit des jeunes, le contrôle et le suivi-évaluation. Le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence Emploi Jeunes comporte un article unique. Il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Et toujours au Parlement, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec 4 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les ambassadeurs de l'Inde, du Japon, du Gabon et du Canada. En ligne de mire, la coopération entre les États que ces diplomates représentent et la Côte d'Ivoire, coopération surtout parlementaire. On retrouve Michel Digré. La diplomatie parlementaire, initiée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'intensifie. La question était au cœur des audiences accordées aux ambassadeurs ce mercredi. Les perspectives d'échanges interparlementaires et la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Canada, le Japon et l'Inde sont entre autres les sujets abordés. Nous avons eu beaucoup d'opportunités de travailler ensemble, disons, la formation des personnes en Parlement au Canada et ici. Et nous avons fait beaucoup d'échanges entre les hommes et les femmes parlementaires. Il m'a été donné de demander à son Excellence le président de l'Assemblée nationale d'envoyer une délégation de parlementaires, de députés en Inde. Et ce sera une occasion pour ces députés de maîtriser, de connaître comment une si grande démocratie fonctionne. J'ai réitéré que mon souhait de voir les relations d'amitié qui existent depuis longtemps entre la Côte d'Ivoire et le Japon continuent ou renforcer davantage. Avec l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, il s'est agi de voir dans quelle mesure les parlements des deux pays pourraient contribuer à la ratification des accords bilatéraux signés au cours de la visite du président gabonais en Côte d'Ivoire en novembre 2014. Autre échange entre un officiel ivoirien et des diplomates étrangers ici à Abidjan. Cette fois, c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a reçu hier les ambassadeurs de l'Angola et de l'Inde en Côte d'Ivoire. Une simple visite de courtoisie pour l'ambassadeur d'Angola quand celui de l'Inde est allé passer en revue les domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde avec le Premier ministre. Christiane Menan. Pour ses audiences de fin de soirée ce 17 novembre, Daniel Kablan-Duncan reçoit tour à tour les ambassadeurs de l'Angola et de l'Inde en Côte d'Ivoire.
Pour le premier, il s'est agi d'une visite de courtoisie, quand le second tête-à-tête a passé en revue les différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Il nous a été aussi donné l'occasion de revoir un certain nombre de dossiers économiques entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Et dans les jours à venir, le Premier ministre nous a donné l'assurance de ce que certains projets pourront être effectués. L'industrie, un secteur en essor dans les relations économiques entre les deux pays, comme l'atteste la participation du ministre de l'Industrie et des Mines à cette audience du Premier ministre accordée à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. À la une de l'actualité politique, cet appel d'Henri Konan Bédié qui invite tous les militants du RHDP à la consolidation d'un parti unifié. C'était hier au siège du PDCI à Cocody à la faveur du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui s'est réuni dans sa quasi-totalité. Le président du PDCI a en outre félicité le chef de l'État pour sa victoire à la présidentielle. Le compte-rendu de Gabriel Zani. 3 semaines après la victoire du candidat du Rassemblement des oufouettistes RHDP à la présidentielle d'octobre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'un des partis de la coalition, fait le point. Au centre de cette victoire, un homme, Henri Konan Bédié, l'auteur de l'appel de Daoukro, la clé du succès du RHDP. Il rentre dans l'auditorium de la maison du PDCI sous un tonnerre d'applaudissements. Le secrétaire exécutif du parti prend la parole et loue le mérite du président du PDCI. Monsieur le Président, nous voulons avec toute la solennité qui sienne, face au bureau politique du PDCI-RDA, vous saluer pour votre implication personnelle dans la réussite de la réélection du président Alassane Ouattara. Mais quand Henri Konan Bédié prend la parole à son tour, c'est pour féliciter le candidat unique du RHDP, le président réélu. Je félicite notre candidat, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Je le félicite pour cette victoire. Une victoire comme nous l'avions souhaité, totale, sans embâche, écrasante. Et sans bavure. Visiblement enjoué par la présence des membres du bureau politique rieur, Bédié se veut rassembleur et annonce son implication personnelle dans une campagne de sensibilisation en faveur du parti unifié. Pour lui, la porte du parti n'a jamais été fermée aux frondeurs, des positions auxquelles adhèrent les membres du bureau politique. Le résultat qu'on a eu nous conforte de ce que cet appel de Daoukro a été un des éléments déclencheurs de la victoire éclatante du candidat du RHDP. Autant le président Bédié est satisfait, nous sommes tous satisfaits du résultat auquel nous sommes parvenus. Je suis très heureux pour les résultats et la conclusion de ce bureau politique qui a réaffirmé le soutien total d'un premier temps au président Henri Konan Bédié pour sa grande vision d'homme d'État, mais également pour son soutien à son jeune frère le président Alassane Ouattara. D'un deuxième temps, c'est l'engagement du bureau politique aux côtés du président Henri Konan Bédié pour accompagner efficacement le président Alassane Ouattara pour réussir son deuxième mandat. Expression d'un attachement indéfectible aux idéaux du parti qui, selon son président, tire 3 leçons de la présidentielle. La toute première est l'unité démontrée au sein du parti. Les 2 autres leçons sont la pratique de la démocratie et le constat du nombre trop élevé de bulletins nuls. Une image, celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a reçu à son cabinet le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko et Pierre Laporte ont abordé la contribution de la Banque mondiale dans la restauration de l'autorité de l'État à travers la rénovation et la construction de bâtiments administratifs et préfectoraux. La Banque mondiale entend accroître sa contribution dans le pays dans le domaine sécuritaire. Pierre Laporte a par ailleurs félicité le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour la bonne tenue du scrutin présidentiel. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire était hier matin face à la presse. À la résidence de l'institution, Philippe Villard a abordé 2 thématiques principales, le dernier sommet sur l'immigration à La Valette et la COP 21. Abdoulaye Koné, Serge Coléa.
Forcer le dialogue avec la presse et l'inviter à relayer les résolutions du dernier sommet de la Valette à Malte sur l'immigration, aborder des questions relatives aux attentes de la COP21 qui se tiendra dans la capitale française. Tel était l'objectif du chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire à l'occasion de ce déjeuner de presse. Pour nous, c'est très important, les contacts avec la presse. Vous savez qu'on est très attaché à une presse vivante, dynamique, comme on peut le voir d'ailleurs ici. L'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien. Il s'agit de redonner à la Côte d'Ivoire son rôle de pôle régional de stabilité et de croissance. C'est pourquoi l'institution a renouvelé son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire à travers un nouveau partenariat pour l'émergence à l'horizon 2020. Les Ivoiriens veulent aller. Ils ont la volonté d'aller vers l'émergence et dans ce cas-là, nous serons bien entendu prêts à les accompagner. Nous souhaitons contribuer à encourager avec nos moyens d'appui l'émergence souhaitée par les Ivoiriens. Rappelons qu'un fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique a été mis en place. À hauteur d'1,8 milliard d'euros, ce fonds servira, entre autres, à prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes à travers la création d'emplois dans les pays africains. L'inspection générale des services de police s'active à améliorer l'image de l'institution. Elle tient à l'École nationale de police un séminaire sur la validation du plan stratégique 2015-2016 des services de police. Un séminaire qui réunit les préfets de police, les directeurs centraux et leurs partenaires. Abou Sanogo. Bâtir une nouvelle police composée de policiers professionnels, respectueux des lois et des droits de l'homme, résolument au service de la population. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers le séminaire de validation du plan stratégique 2015-2020 de l'inspection générale des services de police. Ce séminaire va donc permettre, durant 3 jours, de réfléchir sur un document qui précise pour les années à venir les principaux objectifs et les principaux types d'actions et de moyens que l'inspection générale des services de police mettra en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Nous aurons à disposition une procédure d'audit qui sera connue de tous, une procédure de lutte contre les fautes et une procédure spéciale de lutte contre le racket. La réforme du secteur de la sécurité engagée par le gouvernement depuis 2011 a permis des améliorations dans le fonctionnement et les pratiques de la police nationale. La suppression des barrages anarchiques permettant une plus grande fluidité de la circulation. La suppression des contrôles intempestifs des pièces, des personnes et des véhicules sur l'exaxe routier. Baisse notable du racket routier, amélioration de l'accueil des usagers dans les services de police. Les partenaires de l'inspection générale des services de police s'engagent à l'accompagner sur ce nouveau chantier. Nous, en tant qu'usagers de la route, partenaires privilégiés donc de cette police-là, nous sommes satisfaits et rassurés de voir que depuis la hiérarchie jusqu'au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises pour que non seulement les routes soient fluides, mais aussi et surtout pour que le rapprochement de l'administration policière de l'administration privée que nous composons en partie soit effectif. L'audit des services de police, la lutte contre les fautes qui affectent l'image de la police nationale et la lutte contre le phénomène du racket sont entre autres les thèmes qui seront débattus au cours de cet atelier. Du matériel roulant pour renforcer la sécurité dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, aussi pour appuyer les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. Ce sont 14 véhicules mis à la disposition des forces de sécurité et des jeunes par le maire de la commune, Adama Tongara. Grace Kando. La lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité à Abobo, le maire Adama Tongara en fait sa priorité. Remise alors de 14 véhicules aux jeunes et aux forces de sécurité de sa commune. 2 véhicules de patrouille de type 4x4 sont destinés à la police et à la gendarmerie pour les aider à mener à bien leur mission régalienne. Les 12 taxis communaux pour les 6 groupements d'intérêt économique de la jeunesse dynamique pour le progrès d'Abobo, JPDA. C'est vraiment un geste très formidable, inattendu. C'est un baume au cœur
de réceptionner ces véhicules-là aujourd'hui. Pour le donateur, ce geste est le symbole de sa gratitude à l'endroit des bénéficiaires pour le calme qui a régné durant la présidentielle et la baisse du taux d'insécurité dans la commune. Trouver du travail pour la jeunesse, pour qu'ils puissent vivre de leur travail quotidien, est une préoccupation majeure. C'est dans ce sens que nous offrons donc 12 véhicules. Le maire Adama Toungara entend également contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et en électricité pour le grand bonheur de ces populations. Nous sommes à Abobo, nous y restons. Sur place, un phénomène inquiétant a attiré l'attention de l'une de nos équipes. Le constat de plusieurs fosses septiques bourrées de déchets, à ciel ouvert et à proximité de domicile. Un véritable danger pour la santé et l'hygiène publique. Comment on en est arrivé là? Quelles solutions pour y remédier? Les éléments de réponse dans ce sujet de Chris Diomandé, commenté par Abou Sanogo. Nous sommes au Colatier, un sous-quartier dans la commune d'Abobo. Sekou Kone, propriétaire de cour, vient de vider sa fosse septique. Il a déversé son contenu dans un trou, tout juste devant son domicile. On est obligé de chercher une place juste un peu à côté de la cour, et puis creuser et déverser dans le trou. Et quand il pleut comme ça, là, on ouvre même le tuyau qu'on a connecté sur la route et l'eau sort. Tout ça, c'est risquant. Mais on va faire comment? Cette pratique est de plus en plus récurrente dans la plupart des quartiers de la commune d'Abobo. Une fois ces latrines remplies, les propriétaires de cours louent les services des éboueurs qui déversent ces déchets dans les fosses qu'ils creusent sur les voies publiques ou même aux alentours des habitats. Au lieu et place des véhicules de vidange. Ce genre de boulot, on le fait pas. Souvent, c'est un peu difficile. Malgré les maladies, sur tout ce qu'il y a, de se cacher pour faire bonnet, c'est un peu gênant. Il y a des amis qui ont eu la fièvre typhoïde, des choléra, ils sont décédés, mais c'est pas manque de moyens qui fait qu'on est obligé de faire ce genre de boulot. Ces fosses qui restent ouvertes plusieurs jours causent d'énormes désagréments aux populations. Nos enfants jouent là, c'est dangereux pour la population. Ça nous crée les maladies. Il n'y a pas de passage de voitures de vidange de façon régulière. C'est chaque locataire fait comme il peut. Face à cette situation d'insalubrité qui peut être facteur de maladie, la municipalité doit avoir pris des dispositions. Le 15 mai 2009 déjà, vu le constat pertinent de ces questions sur l'ensemble, n'est-ce pas, de territoire communal, et sur instruction de monsieur le maire, il y a un travail qui avait été fait. Un travail qui a été fait, n'est-ce pas, qui a fait l'état des lieux de l'ensemble, n'est-ce pas, des sources d'insalubrité au niveau de la commune et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté municipal. C'est l'arrêté municipal numéro 38, MABSG DT SDECV, n'est-ce pas, du 15 mai 2009, qui contient toutes les mesures à prendre, n'est-ce pas, pour combattre ces fléaux. En attendant le respect des mesures arrêtées par la mairie, une réalité demeure. Ces fosses septiques sont encore là. La 9e édition du forum TIC pour tous s'est ouverte dans la ville de Hammamet en Tunisie. Placé sous le thème de l'économie numérique à l'économie du savoir, l'événement se veut un catalyseur de la réduction de la fracture numérique dans toutes ses dimensions. Avant l'ouverture officielle de la rencontre, notre envoyé spécial à Hammamet, Franck Audio, nous fait vivre l'ambiance sur place. Hammamet, cité historique en Tunisie, abrite ce 9e forum TIC pour tous, une messe technologique et une plateforme réunissant depuis 2005 les opérateurs et décideurs africains de la sphère des TIC autour de thématiques communes pour mieux développer le secteur. Thème choisi pour 2015, de l'économie numérique à l'économie créative. Sur l'espace dédié pour l'exposition se côtoient technologies alternatives et porteurs de projets innovants. Ce jeune Tunisien travaille pour une entreprise de génie informatique. Le but est de développer des applications sur presque tous les systèmes d'information mobile. L'expérience tunisienne en matière de technologie qui entend se bonifier d'ici à 2020, mais aussi celle de la Côte d'Ivoire qui veut s'en inspirer. Sur le site, une dizaine d'entreprises et d'opérateurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire est pays invité d'honneur. Le VITIB est un espace de 700 hectares créé par l'État ivoirien dédié aux TIC et à la biotechnologie,
Alors nous sommes ici présents pour attirer tous les investisseurs. Nous présentons les projets majeurs que nous avons eu à réaliser, tels que le système d'information intégré de gestion des finances publiques, le SIGFIP ainsi que le SIGMAP. La Poste est la réponse à l'objectif du millénaire qui est la réduction de la fracture numérique. La présence de la Poste sur l'étendue du territoire doit participer à ce que Internet soit disponible au plus grand nombre de la population. Donc c'est nous qui sommes le premier invité à ce forum. Et déjà, les premiers signaux. J'ai une société de développement web et mobile et bientôt on est en train de développer la partie sécurité informatique. Donc on aimerait bien avoir des partenariats B2B avec des entreprises ivoiriennes. Un chantier en perspective pour le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, chef de la délégation ivoirienne, qui a, aux côtés de son homologue tunisien Nouman Ferry, présidé deux forums axés sur le développement de stratégies nouvelles et efficaces pour les États africains en matière de TIC. En agriculture, les semenciers multiplient les réflexions. Ils sont en conclave à Yamoussoukro depuis hier. L'initiative est d'Africa Seeds, le réseau semencier africain engagé dans un appui au ministère de l'Agriculture pour la mise en œuvre de la politique semencière nationale. C'est un renforcement des capacités des semenciers et de la législation semencière. Léon Bro. Trop tôt pour la famille Imbra d'estimer la production de son champ de légumes, même si les semences utilisées pour les pépinières ont été de bonne qualité. Il lui faut s'assurer que les plants sont également de bonne qualité à l'issue de ce nettoyage. Pour ce qui est de la semence, nous suivons véritablement ce qui nous est conseillé lorsque nous partons l'acheter. Lorsque la pépinière n'est pas bien faite, c'est là qu'il y a un raté. La bonne qualité de la semence et des plants pas toujours assurée et pourtant elle contribue pour 30 à 40% à une bonne production agricole selon Africa Seed, l'ex-réseau semencier africain et le ministère de l'Agriculture. Ces deux institutions s'activent pour empêcher désormais la mise à disposition de semences et de plants de mauvaise qualité, encore que les surfaces culturales se réduisent de plus en plus. Voilà qui explique ce renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs semenciers ainsi que les agents du laboratoire d'analyse de semences végétales. Les maladies sont prises en compte, les attaques sont prises en compte, les variétés, la nature, la pureté, tous ces éléments sont pris en compte. Cette formation veut contribuer à redimensionner la responsabilité des uns et des autres, à faire en sorte que les techniciens semenciers se sentent véritablement responsables de ce qui peut arriver si le travail n'est pas bien fait. En 4 jours, les acteurs de la filière semencière devront être outillés à la maîtrise des techniques de contrôle et de certification des semences et plants, tout comme l'environnement juridique d'exercice de leur métier. À terme, ils seront assermentés et leur effectif étoffé, des dispositions pour une efficacité dans la mise en œuvre de la politique semencière nationale. Le cycle des projets financés par la BOAD, c'est le thème autour duquel la Banque ouest-africaine de développement a organisé un séminaire à l'intention des journalistes ivoiriens spécialisés en économie. Les échanges se sont déroulés hier et aujourd'hui à Cocody. Le but est de renforcer la transparence des activités de la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement, pour que la population ait une vision globale du cycle de leurs projets. Juliette Ouya. Une trentaine de journalistes économiques à l'école de la Banque ouest-africaine de développement. Ce mardi 17 novembre, ils sont allés se familiariser avec le cycle des projets financés par l'institution. Il s'agit pour la BOAD d'expliquer aux médias les différentes actions qu'elle mène dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la Côte d'Ivoire. Quand on parle de BOAD, les journalistes ont l'impression que les actions de la BOAD se limitent aux cérémonies de signature. Nous avons d'abord la phase d'identification du projet jusqu'à son entrée en portefeuille. Nous avons la phase dite d'évaluation. Là, les équipes du siège se déportent sur le terrain pour venir s'entretenir avec toutes les parties prenantes du projet. Et la phase de négociation. Après cette phase de négociation, intervient, n'est-ce pas, la finalisation du dossier pour sa soumission à notre conseil d'administration. La deuxième journée, le mercredi 18 novembre, va porter sur les politiques et procédures de passation des marchés.
Mais déjà à l'issue de la première journée, les journalistes économiques de la presse audiovisuelle, écrite et en ligne, expriment leur satisfaction. La Banque BOAD a bien fait d'instruire cette formation pour pouvoir mieux informer les journalistes, pouvoir relayer l'information auprès de la population. L'intérêt donc de cette rencontre est de nous informer sur la gamme des produits que la BOAD propose, toutes les infrastructures qui ont été réalisées en 40 ans et tous les projets à venir. Ce que j'ai pu retenir, c'est la procédure de financement d'un projet de développement concernant les demandes des États et les demandes des personnes physiques ou bien des personnes morales, du privé comme du public. Pour mémoire, au 30 septembre 2015, la Banque ouest-africaine de développement a financé 736 projets publics et privés dans la zone UEMOA pour un montant global de 3 357 milliards de francs CFA. En culture, on s'intéresse au lancement hier à Treichville du 4e Festival international du film des lacs et lagunes d'Abidjan, Festilag. Le festival, qui se tient cette année à Abidjan et à Grand-Bassam, accueille une trentaine de courts et longs métrages en provenance de l'Angola, de la France, du Burkina Faso, du Cameroun ou encore de l'Espagne. Le Festilag est l'œuvre de l'actrice ivoirienne Naki Sisavané, le compte-rendu de Serge Colléa. Treichville, quartier Apollo, il est 20h30 ce mardi 17 novembre. Le décor des salles de projection est planté. Le clap d'ouverture de la 4e édition du Festilag, le Festival international du film des lagunes, peut être donné. Naki Sisavané et ses invités descendent de la limousine spécialement réservée aux hôtes de marque du Festilag. Lorsque le cinéma sort des salles pour s'inviter dans les rues, c'est tout simplement à des fins promotionnelles. Notre peuple a soif de sa culture, notre peuple a soif d'images. Voilà, donc pour que la jeunesse puisse se construire, il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des images pour eux. Malgré les difficultés, Naki Sisavané veut continuer dans son combat pour relancer l'industrie du cinéma. Une relance qui passe nécessairement par un retour du public dans les salles de cinéma. La 4e édition du Festival international du film des lagunes se tient du 17 au 21 novembre dans les villes de Grand-Bassam et Abidjan. Plusieurs activités sont prévues, notamment une table ronde des femmes et une marche pour commémorer la marche des femmes de Grand-Bassam. Le Festilag s'achèvera par une cérémonie de remise de prix aux réalisateurs africains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1. L'information continue sur l'application RTI Mobile.